Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la FFBG pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous le voyez, je ne suis pas seul. J'accueille pour cet épisode un invité de marque, Tristan Rémy. Salut Tristan. Salut Stéphane. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tristan, tu as été donc champion de France en 2013, je dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait. Bon, Tout à fait, tout à fait. donc t'es un membre de l'équipe de France, tu es grand maître BMAB. Alors pour situer un petit peu grand maître, hein, il faut jouer moins de 4 de PR, il y en a une centaine, un peu moins dans le monde. Et on te retrouve également en ligne sous le pseudo de Al Sali, puisque tu joues pas mal sur Galaxy. Et je crois que t'es pas trop mal classé non plus sur Galaxy. Alors c'est très mouvant. Je sais pas comment se passent tes dernières parties en ce moment, si t'es dans un bon run ou pas. Non, là je suis plutôt en train de descendre. Mais, Bon, mince, fallait me le dire avant sur les tournois. fallait me le dire avant pour pas qu'on en parle, quoi. Donc, eh bien, je t'ai invité pour deux raisons, pour un petit peu te présenter à la communauté du backgammon français. T'es un peu discret, notamment sur les tournois, par exemple du HSBT. Bon, on te croise évidemment au championnat de France. Et donc, l'idée de ce petit rendez-vous, c'était qu'on partage quelques parties ensemble. Donc, on va essayer de faire un petit match en 5 points, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, t'écouter un petit peu, réfléchir, analyser des coups. Et puis, voilà, au passage, en apprendre un petit peu plus sur toi. Voilà, peut-être que déjà, tu peux nous dire quelques mots, dans quel coin tu te trouves, où est-ce qu'on peut te croiser. Alors, moi je suis basé à Marseille. Hein. On peut me trouver sur Galaxy assez souvent. Mais alors, en plus, je crois qu'à Marseille, vous avez un petit club qui s'est monté là, qui démarre fort. Tout à fait, tout à fait. Je suis désolé, j'ai pas saisi ta perche. C'est bien de me rappeler alors. Oui, on a créé un club qui s'appelle l'Ancre Marseillaise du Backgammon. On est très fiers du nom. Et on est très fiers de la naissance de ce truc. Donc, qui a été fondé par moi-même, Eric Pinson et Coraline Laurens, essentiellement. Je pense que beaucoup de gens connaissent ces deux personnes qui sont sur les HSBT assez souvent. Donc voilà, le club existe depuis 2 semaines et on a des rendez-vous réguliers tous les mercredis, tous les vendredis, dans le lieu de Marseille. Donc je pense que toutes les informations sont sur le site. On mettra tout dans la description de la vidéo. Ouais. On espère développer ça et organiser un tournoi l'année prochaine. On espère. Donc on peut jouer avec toi. Voilà, il suffit d'être à Marseille et on peut te croiser autour d'un board et bénéficier de tes conseils, puisqu'évidemment tous les joueurs sont les bienvenus, quel que soit le niveau, et le club est évidemment tout à fait bienveillant avec les nouveaux arrivants. Eh bien écoute, je te propose de continuer cette discussion en jouant un petit peu. Donc on va passer assez vite peut-être sur certains coups, et puis on va aller t'écouter pour alors peut-être déjà 6 et 4, je sais pas comment tu veux qu'on l'entame. Je te laisse mettre du choix de 6 et 4. 6 et 4, c'est un des coups les plus riches en fait. Il y a 3 possibilités et ça dépend du score et du type de partie qu'on veut imprimer en fait. Le coup on va qualifier de standard, c'est 24-18, 13-9. C'est le coup le plus classique. Donc on amène un constructeur au point 9, on menace d'ancrer au point 18. C'est le coup le plus joué. Ouais. Toi, c'est ton coup standard, disons, sur un match lambda, tu vas plutôt jouer ça. Moi, je sais que j'aime bien jouer ça, mais... Ouais, sur un match lambda 0-0, je vais jouer ça. Après, il y a 2 alternatives. On peut faire le point 2. Ce qui donne des parties un peu plus agressives, généralement un peu plus complexes, à mon avis. Un peu piégeuse pour les adversaires qui ont parfois tendance à splitter alors qu'il ne faudrait pas, il n'y a pas d'urgence d'être enfermé. Et Tout à fait, il y a un bon nombre de pièges dans les premiers coups pour commencer. Et même à long terme, le fait d'avoir fait le point 2, ça a des inconvénients et aussi des avantages que faut être capable de gérer, ce qui n'est pas forcément évident.
Alors qu'est-ce qu'on fait Ouais, nous? donc ça, on, c'est le coup que je joue quand je suis en retard dans le match. on fait le coup du lapin, on court. Et le coup du lapin, c'est le coup qui donne les parties les plus simples, a priori. Donc on va pas jouer ça. C'est en règle générale, bien sûr. On va pas jouer ça Et alors. c'est le coup qui est recommandé quand on avance dans le match. Typiquement, si vous menez, je sais pas moi, 6-0, match en 9, vous avez envie de jouer ça. Bon, on joue Et à mon standard avis, du coup, on joue notre coup habituel. ouais, ouais, Allez, jouons au coup habituel. bon, bravo, Frappé, on a été frappé. Bon, on va se raccrocher on entre bien sûr. gentiment. Bon, et du coup, on est déjà un petit peu en retard. Et la porte, bien sûr. Je te propose pas si on double, hein, Non, non, pas encore. on est loin du compte. Alors là, on a une petite décision. Ouais, ouais, ouais. Alors la course est relativement serrée après le G. Et on... La question c'est est-ce qu'on veut garder le pion au point 22? Voilà. Est-ce que ce pion en fait génère du contrôle ou est-ce que c'est plus une faiblesse de notre part et être finalement attaqué? Tout à fait. Alors évidemment pour répondre il faut considérer les alternatives. Et est-ce qu'on est très content de descendre deux pions du point 13? Alors peut-être que ça... d'une manière générale le 5 on peut déjà le jouer là quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça qui va être là, ça me paraît clair. Maintenant le 4, 13-9, ça donne des 8. Alors attends, j'ai un petit problème de ma caméra a disparu. Donc je vais juste régler ce petit problème technique, je reviens. Hop, je suis revenu. Donc Alors, je te disais, il y a deux critères qui me feraient plutôt pencher pour 22-18. Le premier, c'est que la course est relativement serrée. On a 5 points de retard après le coup, ce qui veut dire qu'on peut gagner la course. On n'a pas besoin de prendre tous les risques pour... c'est pas du tout pareil que si on avait 30 points de retard. Tu vois. Et le deuxième, c'est que l'alternative 13-9, ça strip le midpoint. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que deux pions, c'est ça que ça veut dire stripper sur le point 13. Et j'ai l'impression que c'est pas très souple. Voilà. et mine de rien, on laisse quand même quelques frappes, 6-2, 5-3. Alors 5-3 faisait déjà le point ici Ouais, sur 5 tête. fois du piqué, mais bon, on sait pas trop pourquoi Double 4 aussi qui fait très mal. on le laisse malgré tout. Ok. Écoute, on va jouer ça alors. Et ça pourrait devenir difficile plus tard de sortir le pion du point 22 aussi. Ok. Pas si, Eh ben écoute, pas si mal de le faire maintenant. on part là-dessus. Il est parti. Bon, on a raté. Et moi, j'ai toujours ma petite vidéo qui... c'est pas grave, on va continuer sans la vidéo. Bon là, en gros, on peut soit jouer passif par 13-6, soit slotter deux points dans le board par 8-5, 6-2, quelque chose comme ça. Alors on veut peut-être retenir le pion quand même. Ouais, mais disons que si on fait l'alternative, ça va peut-être être un peu difficile de construire du board parce qu'on n'a pas de, on sera pas très souple et si on fait ça, j'ai l'impression que avec nos tas de pions là, sachant que le checker du point 18 va pas circuler facilement, ça va pas être si simple de faire un board. Même si on frappe le truc, il faudra construire. Donc moi je serais plutôt pour 8-5-6-2. Eh ben allons-y. Ouais. Mais bon, sans garantie. Donc là on est parti vraiment sur un holding game. On tient une ancre, on tient le bar adverse. Et donc là la partie, disons, est un petit peu plus simple. Là, on est à l'affût d'avoir une course. Là on va construire et... alors c'est sans doute important de jouer 18-13, oui. On va circuler peut-être, ouais. Et là... 3, je suppose qu'on fait le point 5. Et ouais, on slot au point 4. Faut pas se dépêcher. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui seraient pressés de faire le point 2. On va pas avoir de frappe immédiate, donc on n'est pas pressé. On essaie de faire les meilleurs points possibles. Voilà.
peut faire le point 4. Il y a quand même un mauvais qu'il fallait prendre en compte, c'est 6-1, donc c'était urgent de faire un point. Tout à fait, pour l'adversaire. 6-1 est déjà mauvais chez chez l'adversaire. Ah, double 4. Alors, on a peut-être... Peut-être que les deux premiers vont être là. J'ai l'impression. Alors là, je pense que beaucoup de joueurs feraient le point 1. Mais à mon avis, c'est pas terrible. Parce que si on fait ça, le prochain coup, on n'a plus d'as à jouer. Sinon, si on tire à 5, on tire à 4, on tire à 6, encore pire, on ne saura pas où jouer nos as. C'est embêtant. Donc on va libérer le point 13, qui de toute façon, on n'est pas resté là des heures. Et voilà, jouer comme ça. Donc là, l'adversaire commence à avoir des problèmes. Là, on a notre plan qui consiste à attendre une frappe est en train de marcher. Alors peut-être que certains joueurs pourraient se dire, là, l'adversaire va laisser une frappe, donc on va doubler. Mais c'est un peu... Déjà, il va laisser une frappe, c'est pas absolument sûr, et s'il laisse une frappe, encore faut-il frapper. Et peut-être qu'au moment où il laissera une frappe, s'il laisse une frappe, alors là, on pourra se poser la question du vidéo. Mais là, ça paraît... On se posera la question. Tout à fait précoce. On ferme parce qu'il va nous laisser une frappe, je sens. Ouais. Eh bien non. Donc voilà, on est toujours en retard à la course. Donc nous, hors de question évidemment de laisser. On ne va pas se permettre de laisser des bêtises. Bon, c'est peut-être nous qui allons laisser. Okay. Tant qu'on peut ne pas laisser, on laisse pas. Alors là, il y a différentes variantes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire le point As. Non, je pense pas qu'on doit casser le point 4. Donc on va jouer... on joue ça, c'est pas très beau, mais en fait, il faut imaginer le scénario où on frappe quelque chose au prochain coup, ce qui n'est pas du tout vraisemblable. Tire 6 quelque chose, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, ça laisse des frappes. Donc on veut garder 5 portes. Pardon ? Donc on veut garder 5 portes. On veut garder 5 portes et surtout 5 portes qui sont 6-5-4-3-2. Parce que, comment dire, si on frappe et qu'en retour il frappe au point As, c'est quand même beaucoup moins grave que s'il frappe au point 4. Parce que quand il frappe au point As, il est derrière une prime de 5. Et donc on a encore de très bonnes chances de gagner la partie. Donc on joue ça. Ouais. Et enfin il donne. Donc là on a notre frappe. Alors, donc là, ça c'est important peut-être de préciser à tous les joueurs, savoir quand est-ce qu'il faut envoyer le vidéo. Il faut attendre des moments où il y a de la volatilité, où il peut se passer quelque chose, où la partie peut prendre un virage définitif. Et là, évidemment, si on frappe, c'est très embêtant pour rouge, mais ça ne veut pas dire qu'il faut doubler pour autant. Hein. C'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas tout à fait suffisante. Alors, ton analyse sur cette situation ? Alors, on a 11 G qui frappent, tous les As. Et quand on frappe, on n'est pas entièrement sûr de gagner déjà, parce qu'on a un point As ouvert. Mais surtout, il faut considérer qu'il y a 25 contre G. Notamment des G vraiment mauvais, comme 2-6, 3-6, 4-6, 5-6. On serait vraiment pas content d'avoir envoyé. On est en retard à la course en plus. Donc il suffit pas d'être bien dans une des branches du truc, parce qu'on est clairement moins bien dans toutes les autres variantes. Si on ne tire pas d'As, même des G qui sont pas dramatiques, comme 5-4, ça casse notre board. On va pas laisser de frappe, mais ça casse notre board. 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, ça laisse une frappe. Bon. Donc en résumé, on va rouler, et si possible, un As. Voilà, si on fait un As, on sera content. Et c'est aussi important de... là, c'est pas une position où ça joue énormément, mais c'est aussi important de se dire qu'on garde la possibilité de doubler plus tard. Exactement. Pour encaisser le point. C'est-à-dire que ce vidéo, on peut l'envoyer, mais une fois qu'on l'a envoyé, c'est fini. On a passé notre tour, et donc il faut optimiser le moment de l'envoi. Et donc parfois se dire qu'on aura un bon vidéo plus tard, c'est peut-être aussi une raison de ne pas doubler tout de suite. Ok, on va faire un coup qui est forcé du coup, puisque je suis obligé de jouer 6-3, 1-6. Alors là, c'est lui qui va doubler, et on va avoir une... Eh bien, il n'a pas doublé.
Eh bien non. Donc, écoute, on va pas trop rester ici, je crois. Là. Je suis assez surpris qu'il ait pas doublé. Alors, Mais bon. Ok. C'est l'ordinateur, il doit savoir ce qu'il fait. il doit savoir ce qu'il fait. Bon, évidemment, Alors, on court. on court. Hein. On pourrait jouer un petit jeu comme ça en se disant oulala, on va lui laisser des mauvais 6. Mais non, évidemment, Ouais, mais la frappe est beaucoup trop chère. la frappe est beaucoup trop chère. d'une part. Et on est en avance maintenant. Surtout, on peut gagner la course. Voilà. Si on avait 40 points de retard, on pourrait jouer ça. Alors là, du coup, on est passé devant, mais encore une fois, on a une avance là pour le coup. Qu'est-ce que tu utilises, toi, sur les vidéos de course? Quels sont ton... Alors, au passage, petite remarque, on voit sur l'écran, on est en... effectivement, l'ordinateur, il a commis une bévue en oubliant de doubler, hein, donc ça lui arrive. Hein. Ça me rassure. Tu l'as pas mis au niveau maximum? Voilà, c'est pour ça. Je nous laisse une chance. Bon. Donc. Bah, les vidéos de course, alors il y a beaucoup de méthodes d'évaluation de la course, mais de méthodes pour corriger le gaspillage, c'est-à-dire, par exemple, là on a 4 pions sur le point 2, c'est pas très beau, ouais. Pénaliser un petit peu. Je dirais que ça dépend un peu du niveau auquel on parle, c'est-à-dire que si vous commencez, je conseille d'utiliser la règle la plus basique, qui est celle du 8-9-12, c'est-à-dire doubler à partir de 8% d'avance. Donc si vous avez une course de 100 à 108, hein, par exemple, si celui qui est en avance a 8% d'avance, il faut doubler. Et à partir de jusqu'à 12% de retard, la personne qui est en retard a un take. Voilà. Après, il y a des choses plus subtiles que je crois que tu détailles dans tes vidéos. Donc tout à fait, je mettrai les liens. J'avais fait une vidéo sur la règle du 8-9-12 hein, déjà. Donc là, on voit 10% par exemple de 64, bah, ça fait 6,4. Donc on voit bien que 8%, on les a pas du tout. Là. Donc, moi, ce que je fais en pratique, c'est que j'utilise le kev count dans des positions simples, on va dire. Il n'y a pas une norme de gaspillage. Et je fais le PC dans des positions très asymétriques. Bah écoute, ça tombe bien, on a fait des vidéos sur tout ça, je remettrai les liens. 3 et 2, alors là il y a deux manières de rentrer, hein. Soit on rentre avec le 3, et probablement on s'approche avec le 2, soit du coup on joue le coup inverse. Ouais. A priori, moi je serais plus pour mettre sur le point 5. Ouais, non, c'est un peu plus... D'une manière générale, dans le bearing, on essaye de charger sur les points 6, 5 et 4. Et un des gros principes en fin de partie, c'est d'éviter de faire des trous sur les points 5 et 4. Parce que quand vous avez un trou sur le point 5 ou le point 4, surtout le point 4, et que vous devez jouer depuis le 6, vous perdez énormément de temps en fait. À jouer un 4 depuis le 6 ou un 5 depuis le 6. Donc on essaye d'éviter de faire des trous sur les 5 et 4. C'est des points qu'on a tendance à charger un petit peu. Et donc là, dans cette même idée, voilà, on va plutôt jouer le 4 qui rentre et le 6 qui mange, hein, parce que si on avait fait ça... L'alternative ferait un trou sur le point 4 et imaginez tout ce qu'on perd à tirer double 4 au prochain coup. Ah oui. C'est caricatural, mais... Ou même des 4 deux fois, déjà, on va envoyer des pions à l'as ou au 2. Donc effectivement, on va jouer ça. Bon, et l'adversaire roule bien, donc pour l'instant, on n'a pas à considérer de vidéo. On peut sortir des pions, donc on les sort, notamment avec un as. Ça, c'est aussi une règle qu'on peut rappeler, hein, toujours sortir un pion avec un as. Alors le 3. Et on a un petit as à jouer. Ouais, alors la règle générale, c'est plutôt de mettre sur le 4, mais je crois que là, quand il y a autant de points de différence, 4 pions sur le point 2 et 0 sur le point as, on doit quand même mettre sur la scène. Effectivement. Et une petite astuce, justement, si vous faites le kiss count, en jouant le 2 vers le 1, vous diminuez votre gaspillage, donc a priori c'est meilleur puisque vous diminuez le kiss count. D'ailleurs, si je peux me permettre une incise, c'est une des raisons pour lesquelles je conseille de regarder les différents comptes de course corrigés. À la limite, c'est pas tant que vous allez les appliquer, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce qui est grave ou pas. Effectivement, les trous au 4, les trous au 5 qui sont pénalisés par le kiss count. Ouais. Et bien donc là, il nous envoie un petit vidéo. Ok, on peut faire un petit exercice de kev count. En direct. Ok. En direct. Bon, bah c'est bien parce qu'on a déjà le compte de course. Ouais.
Donc nous, on se pénalise de 2 parce qu'on a 2 pions sur le point 2. Hein. Alors toi, tu commences par ton adversaire ou par toi? Ça dépend. À l'inspiration. Ok, donc là on commence par nous. L'inspiration. On, Ouais. on commence par On se nous. pénalise de 2 parce qu'on a 2 pions sur le point 2. Alors, petite remarque pour ceux qui ne connaissent pas, tu le dis beaucoup mieux que moi, tu as un bien meilleur accent anglais que moi. Donc pour ceux qui... Voilà, je remettrai en lien dans la description voilà, la méthodologie. Donc là, on va le refaire assez rapidement. Donc on a 41 de compte de course. Ouais. On rajoute 2 parce qu'on a 2 pions de plus que le... En fait, on rajoute 0 quand on a un pion sur le point 2. Mais à partir du deuxième, on rajoute un Donc point. voilà, on est pénalisé de plus 1 parce qu'on a 2 pions ici. Ouais, voilà. Et pour le point As, on fait 2 points par pion. Plus 2 à partir du deuxième. Voilà. Et on rajoute des choses si on a des trous sur le point 5 donc ou, nous, 5, on a... 4 ou 6, ce qui n'est pas le cas dans la position présente. Donc là, on a 43 pour nous. Pardon, d'accord. Comment tu as dit 43 pour nous. Oui. Voilà. 43. Donc le méchant a 35 plus 5, donc. Donc voilà, plus 2 et plus 1. Donc ça nous fait 40. Ouais. Donc 45, donc il faut rajouter un septième de 47. De 40, comment j'ai dit? Non, on est à 45. On est à 40, pardon, donc un septième de 40. 40. Donc 40, bon, 39, un multiple de 7, hein, comme le prof de maths que tu es ne peut pas l'ignorer. Donc, tu as dit 39 ou 40? Tu m'as fait peur. donc 5 x 7, 35. Et 6 x 7, ça fait 42, donc ça dépasse. Nous on est à l'adversaire, il est à 30, il est à 40, on a dit. Donc c'est 5 de pénalité, donc c'est 45 son total. 45, voilà. 45 à 43, donc on devrait être juste à la limite du take, hein, de 2 points d'écart. Ouais. Sachant, là, c'est peut-être un petit raffinement, mais donc le kiss count, ça marche pour le money game, hein, pour la partie libre. Ouais. Et là, il y a une petite subtilité, c'est qu'on a un score particulier là. Ouais. Après, tous ces comptes de course, il faut bien comprendre que ça ne donne jamais la réponse dans toutes les positions. Hein. Alors effectivement, à -5, on doit prendre un peu plus large qu'à 0-0 match en 21, mettons, ou comme money game. Et là, on pourrait rajouter quelques détails sur le fait qu'on a une faiblesse sur le point 3, mais que de notre côté, lui, il a une petite faiblesse sur le point 5. Mais bon, je pense que ça doit être un petit take. Allez, on a pris le fameux double 4. Ok, forcé. On va pas mettre, là c'est pareil, hein, vous voyez que on va forcément jouer un d'ici, on va pas empiler de nouveau sur l'as. Ouais, tout à fait. On évite. Donc est-ce qu'on est revenu? Non, on est encore loin. Ah, on a un pion de trop. Donc ça va être difficile. Ah, toujours pas. Ah, et donc on a encore 10 minutes. Petit double pour finir, Stéphane. Je vais m'appliquer. Et non, nous sommes menés. Bon, nous avons bien joué cette partie. Okay. Nous pouvons continuer à ne pas trop dire de bêtises. Alors ça, c'est pas automatique. Hein. Juste pour... le 6-5 que tu as joué n'était pas automatique. L'alternative 24-18, 13-9, 13-8, pardon, est intéressante quand on est mené. C'est un détail. 3 et 2 du coup. A priori on descend 2 pions. Hein. On descend 2 pions parce qu'on a une pile de pions sur le point 13, donc il faut les déployer. Et d'un autre côté, on est en retard à la course, donc on n'a pas de raison de porter la course avec le joueur arrière. Voilà, ça paraît un peu faible. Ça c'est passif, c'est trop passif. D'autant plus que l'adversaire va probablement construire avec un 6 et 3 par exemple qui fait magnifique point 5. Donc il y a des compensations à être frappées, pas sur 5 et 4. Quelques duplications. Okay. Alors petite décision sur le 6, on peut venir slotter le point 5. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Le point 18, ça me paraît blesser beaucoup quand même. Même si ça duplique l'as, peut-être, je sais pas.
Je sais pas. Disons qu'on a beaucoup de jets où on a 2 à la barre, hein, quand il fait un 6, ou avec un 4 ou avec un As. Ouais. C'est D'un autre côté, c'est vrai qu'étant en retard, on a tendance à rechercher le contact. C'est peut-être pas complètement idiot, je sais pas. Mais en même temps, on est déjà un peu splitté. Moi, j'aurais plutôt tendance à jouer ça. Mais Bon, je te suis. c'est ta Bon, vidéo. C'est toi qui as la manette, j'ai pas le choix. Alors, si Ok, c'est 3, Price, intéressant. ça fera. Voilà, alors certains parfois peuvent être un peu. Faut pas oublier que la plupart du temps, voilà, vous n'allez pas être frappé ici, donc c'est pas parce que vous avez un blow dans votre board. Puis on est en retard, si on veut gagner la partie, il faut frapper. Exactement. Et en début de partie, il faut vraiment jouer dynamique. Rien n'est fait. Ça fait le point 5, c'est magnifique. C'est moins beau ça. Bon, pas le choix, 24 et 10. Pas très élégant. C'est pas très élégant. Alors c'est toujours pareil, hein, quand on est en retard et que l'adversaire n'a plus qu'un seul pion, on n'a pas du tout envie qu'il parte. Mais là, l'attaquer, c'est quand même, c'est quand même compliqué. Alors en fait, je pense que déjà tu peux jouer l'as au point 5. Jouez d'abord ce dont vous êtes sûr. Exactement, ça c'est un bon conseil. Hein. Si vous hésitez sur un des 2 dés, jouez d'abord celui dont vous êtes sûr, parce que si on vient jouer le 5 ici, on va quand même jouer l'as là. Donc de toute façon, on a un doute sur le 5, donc on joue l'as ici, peu importe l'endroit où on va jouer. La question c'est 13-8 ou 10-5. Effectivement. Alors, si on joue 13-8, on laisse le 5-3, le 2-6, comme jet très grave, et potentiellement quelques jets qui attaquent au point 24 là-bas. On sera pas très content d'avoir laissé un pion traîner. Effectivement, on a... De côté, on gagne pas mal de constructeurs. Là, on a 4 constructeurs pour le point 4, par exemple. Hein. 3 constructeurs pour le bar. Et disons qu'en fait, si on joue l'alternative, pose là pour que... Si on joue l'alternative, le truc, c'est qu'il risque de construire de toute façon quelque chose de puissant de l'autre côté, ou de partir. Et j'ai le sentiment qu'il faut qu'on prenne des risques dans la mesure où on est moins bien dans la position. C'est un principe assez général que quand vous êtes mal, il faut prendre des risques, et quand vous êtes bien, il faut plutôt jouer un peu statique. Moi, je serais tenté de laisser les quelques jets qui sont problématiques, mais bon, sans absolue certitude. Pour être honnête. Je n'ai absolument aucune certitude, mais a priori, c'était correct. Donc là, il nous a attaqué. L'ordinateur n'a pas trop aimé. 4. Et on est obligé de frapper au point 4. Mais on n'est pas très mécontent du tout, parce que ça duplique le 4. C'est très très important. Là, vous voyez que si certains ont... Enfin, ça, c'est beaucoup trop passif. Là, on est en retard à la course, il va partir. Donc, malgré notre board plus faible, il y a... Mais en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que, mine de rien, ok, le 4, on est vraiment pas content. Encore qu'on peut soit ancrer au point 21, soit frapper au point 24. Mais regardez tous les autres jets. Chaque fois qu'il ne fait pas un 4. Voilà, tout ce qu'on a gagné on va faire le point 4, on va avoir réellement du contre-jeu dans cette position. On est shooté, gala, et là, on n'est pas bien. Écoute, on va pas se tromper pendant quelques tours. Là. Pendant quelques cours, on va bien jouer. Je sais pas ce qu'il en est, mais... Ah, à côté. Donc là, évidemment, l'adversaire, ça fait quelques tours qu'il joue too good. Oui, bien sûr. Il est passé très rapidement. On dit qu'il a traversé la fenêtre. Hein. Nous, on s'accroche. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que comme le Vido est toujours au milieu, l'adversaire, lui, il veut marquer 2 points. Là, on peut plus se battre pour la victoire. On va juste essayer de sauver le... Alors là, Je pense que ça doit être 13-10 dans celle-là. Parce que... On a le temps de sortir les pions. On part du principe que le gammon est plus ou moins... très probable quoi qu'on fasse. Et ce petit pion, si par hasard on a une frappe, ce petit pion pourra nous permettre de contenir un peu mieux, j'ai l'impression. Tout à fait. Et puis en plus, voilà, la triple, il n'y a pas d'urgence à sauver la triple, elle est encore très très loin. Donc voilà. Donc le gammon, de toute façon, à moins de shooter, on ne le sauvera pas à la course. Donc il faut essayer de contrôler déjà, faire un prime et anticiper le contrôle d'un pion éventuel. Dans le même esprit, du coup, je pense qu'on peut fermer.
Alors on peut fermer comme ça, ou on peut jouer 17, qui est pas idiot non plus, je suis pas entièrement sûr. Et Voilà. le 2 il va quand même là ou tu veux jouer du coup tout pour le bar? Ouais, ouais, peut-être quelque chose comme. J'aime pas avoir 4 pions sur le point 8, effectivement. Non, non, ouais, 8-6, c'est bien quand même. Donc, ouais. Et on fait le Bon. point 4, on sait jamais, hein. Ouais, ouais, on surveille quand Tire même à là. 6-2. On surveille la triple, hein. Puisque le problème parfois du shoot trop tardif, s'il a mangé trop de pions et qu'il peut envoyer le vidéo, on sera obligé de passer. Donc on sera. Ouais, Là, on va peut-être quand même sortir un petit peu. ouais. Et Ah, du coup nos espoirs de sauver le gamin étant très faibles, ça sert à rien de jouer 8-6, je crois. Donc, bon, plutôt 16-14, je allez. suppose. On n'aura rien. Voilà, et là, bon, bah, écoute, On va tenter, on on sait verra. jamais. On va rentrer les pions Donc bien sûr, on joue au sur pire, le hein, on joue point au pire. 6. 21-18. Donc voilà, la base de ce genre de position, c'est de faire des crossovers à tous les coups. Et si on peut arriver sur le point 6 et pas au-delà, c'est très important. On va pas perdre de pips. Mais bon, là, on a peu de chance de le sauver quoi qu'il arrive. 6 et je sais pas, 14-11, a priori. Notez que là, à tout moment, tant qu'il n'a pas 4 pions, on n'est pas obligé de sortir Oui, parce le que même le pion. 2 et 1, qui est notre pire tirage, permet de le sortir. Donc on fait deux crossovers, de manière. Et même là, on va. Là, par contre, faut pas oublier. C'est un peu dommage. Ok, bon, bah, Voilà. Bon. on est très mal. Alors, ce que je te Ouais. propose, c'est qu'on est déjà. On fait un petit appel Zoom là, et donc le temps de la communication est terminé. Donc, on va faire une petite pause. On va passer un autre appel et on continue la vidéo. Bien entendu, on a laissé suffisamment d'avance à l'ordi. On va pouvoir quand même le remonter maintenant. Bien sûr. Hop, on est de retour avec Tristan pour continuer cette partie. On est mené 4-0 malheureusement. Alors comme c'est bientôt la fin, je vais quand même te poser une ou deux questions qui vont intéresser nos abonnés. Toi, dans ton évolution de joueur de backgammon, alors on peut peut-être préciser également que tu viens un peu du monde des échecs. Tout à fait. Et donc tu as d'abord commencé par jouer aux échecs, tu es ensuite venu au backgammon. Peut-être quelques liens entre les deux jeux. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu as trouvé dans le backgammon que tu n'avais pas dans les échecs, ou peut-être que c'est en fait deux jeux qui sont différents pour toi. Alors, il y a beaucoup de points communs, hein. Une approche positionnelle, une vision stratégique, une anticipation de ce qui va se passer. C'est deux jeux assez dynamiques globalement, où on doit se projeter dans le futur. Euh, c'est deux jeux aussi comment dirais-je, où la principale chose à faire, c'est de répondre aux exigences de la position plutôt que d'inventer quelque chose. Euh, voilà. La créativité est un peu surévaluée, on va dire comme ça. Ouais. Voilà. Après le backgammon, Je te coupe juste, je rebondis sur ce que tu as dit, c'était intéressant parce que parfois on a des joueurs qui disent ah mais moi j'adore les backgames. Oui, mais on ne choisit pas de jouer un backgame. Comme tu dis, c'est souvent les circonstances qui nous amènent à prendre différents choix tactiques ou stratégiques, et il faut vraiment respecter la position, que ce soit aux échecs ou au backgammon, quoi. tout à fait. Alors cependant, pour mettre un petit bémol là-dessus, il y a quand même des moments où il y a des coups qui sont équivalents ou Hmm, tellement proches qu'on n'est pas sûr que l'ordinateur sache lequel des deux est le meilleur, ou tellement proches que humainement ça ne fait pas une différence énorme même si on bien sait sûr, ouais. lequel est le meilleur, et où on peut choisir de jouer l'un des deux. Là, typiquement le 6-4 au premier coup qu'on a eu tout à l'heure, bon, vous pouvez faire le point 2 ou jouer 24-18, 13-9, vous n'aurez pas le même type de position. Et il y a ce genre de coup quand même à plusieurs moments de la partie qui peuvent permettre d'orienter un petit peu vers ce qu'on a envie de faire. Après oui, on peut pas dépasser certaines limites. Et effectivement, on peut s'orienter un petit peu, mais pas décider de quelle position on va avoir
Sinon, on commet beaucoup trop d'erreurs volontairement, en fait. Pour obtenir une position, on sacrifie beaucoup trop d'espérance de gain. C'est le truc. Après, Donc, je pense que le récent championnat du monde, officieux, l'UBC, parce que le championnat du monde pour les joueurs informés, euh, nous a montré quand même qu'il y a une opposition de style qui est possible même à très très haut niveau. On a deux joueurs qui ont des styles complètement différents et qui néanmoins évoluent à un niveau incroyable. et donc je faisais la liaison là, échec backgammon. Toi, est-ce que le fait d'avoir, donc, genre, je sais pas si on peut donner ton niveau aux échecs, donc tu donnes des cours d'échecs, je sais pas quel. Je donne des cours d'échecs, je suis maître FIDE pour ceux qui savent ce que c'est. J'ai actuellement 22,50 de vélo. Et donc, est-ce que le fait, voilà, d'avoir déjà acquis un certain niveau dans un jeu de stratégie et de tactique comme ça t'a permis de vite progresser au backgammon, tu as pu mettre des choses en place. Quels conseils, par exemple, toi, tu donnerais aux joueurs qui veulent voilà, se mettre un peu plus sérieusement au backgammon, qui veulent voilà, atteindre un niveau un peu plus avancé? Quels ont été les déclics pour toi? Oui, c'est certainement le fait d'avoir déjà joué aux échecs, et surtout aux échecs en compétition, d'avoir analysé des positions, capable d'esprit critique sur son propre jeu en particulier. Ça aide énormément. Voilà. Je ne sais pas dire exactement dans mon cas ce qui a permis, mais je suis à peu près sûr que le fait de jouer à un jeu comme les échecs, ça donne une certaine avance pour le backgammon. Et donc là, je vois Stéphane, je te vois. non, tu m'entends ou pas? Tu ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus, je pense. Alors, je vais corriger ça. Hop, on est de retour. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. C'est un peu la première. Donc, ouais, on parlait de la progression des liens entre échecs et backgammon, que les échecs, ça t'avait permis de progresser assez rapidement au backgammon. Toi, c'est quoi ton rythme en ce moment? Tu joues tous les jours? Tu continues à lire des choses? Oui, je lis tous les jours, oui. Je lis tous les jours, ouais. Je joue tous les jours. Alors là, j'ai pas de bouquin sous la main, puisque j'ai fini ce que j'avais. De Bagamon en tout cas. Et d'ailleurs, peut-être, je sais pas si tu avais quelques bouquins à conseiller, toi, de backgammon qui t'ont plu dans ton parcours. Oui. Bah, j'en ai lu vraiment beaucoup en fait. Pour moi, les bouquins, c'est au Bagamon comme partout, c'est un peu l'accès privilégié à la connaissance. Ça dépend un peu du niveau des gens. Je pense commencer par le classique backgammon de Magrill. De Paul Magrill et tout à fait ce qu'il faut faire. Après, si je devais recommander un bouquin, je recommanderais probablement le bouquin de Kit Woolsey qui s'intitule Bootcamp, de mémoire est bonne. Alors, c'est Walter Trice, Bootcamp. C'est Walter Trice, mais tu vois, je me trompe, mais c'est ce bouquin de ce très grand joueur qui est Walter Trice. Bootcamp est, je pense, le meilleur bouquin qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Après, vous avez tout un tas de choses et ça dépend un peu de ce que vous voulez aborder, comment vous voulez aborder le jeu. Les bouquins de Michi récents sont bons pour tout le monde. Je pense que pas un joueur qui apprendra rien en lisant les bouquins de Michi. Celui sur les finales est vraiment excellent en particulier. Ben ça tombe bien que tu en parles, c'était pas prévu, mais on est en cours de traduction et donc le Michi numéro 2, Endgame Technique, donc fin de partie, devrait sortir lors des prochains championnats de France en 2023. Donc au Sel de Sèvres d'ailleurs, comme cette année. Vous pouvez déjà réserver vos dates fin octobre, évidemment, on communiquera dessus. On essaie quand même de gagner ce match. On est Crawford. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pas pouvoir faire d'erreur avec le Vido. Et donc Crawford, on a 4 et As à jouer. Alors ça, on peut peut-être toujours important en début d'une partie discuter se mettre le score en tête, se rappeler un peu la stratégie qu'on va adopter avec le. Alors tout à fait. Là, ça, si j'ai un truc à dire là-dessus, c'est une très mauvaise manière de jouer. De commencer par jouer la partie et puis au moment où on pense aux vidéos de se dire mais au fait quel score etc. Non, dès le début
faut avoir le score en tête et jouer en fonction. En fait, le score est important dans, peut-être pas toutes les positions, mais dans énormément de positions. C'est comme ne pas voir la course. Et donc là, même Crawford, en fait, il faut se poser déjà une petite question, c'est est-ce que le gammon, est-ce que nous, c'est intéressant de gagner gammon ou pas? Est-ce qu'on va jouer juste pour gagner un point ou est-ce que c'est intéressant de gagner 2 points? Et, Tout à fait. et donc là, en l'occurrence... En l'occurrence, le gammon a très très peu d'importance. Si on gagne gammon, on gagne l'équivalent d'un free pass. Ça correspond à 2% ou un truc comme ça, je sais plus. Quelque chose de très petit. Parce que on peut expliquer peut-être pour ceux qui sont un peu moins rompus. J'y viens. En gros, ce qui se passe, c'est que dès la prochaine partie, si on gagne, s'il y a une prochaine partie, on va marquer les points par 2. Puisqu'on va envoyer le vidéo au premier coup de la partie. Donc, que notre adversaire mène 4-1 ou 4-2, il faudra dans tous les cas marquer 4 points. Puisqu'on ne peut pas marquer 3 points en marquant les points par 2. En d'autres termes, qu'on soit à 4 points du match ou à 3 points du match, sachant qu'on va marquer par multiple de 2, on peut marquer 4 points d'un coup. Hein. Et on peut marquer 2 points et 2 points. Mais dans tous les cas, ça ne nous fera pas... Donc là, en fait, on est vraiment à l'équivalent d'un DMP, c'est-à-dire nous, il faut gagner ce point et juste ce point, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de gagner gammon et on s'en fiche également de perdre gammon. Voilà. Alors, donc, il y a des situations exceptionnelles où on peut être backgammon, on veut gagner backgammon. Alors par contre, gagner backgammon, ça nous intéresse. 3 points, ça nous intéresse. Alors 4 et As, justement, là si on est DMP, c'est pareil, il y a plusieurs variantes. Qu'est-ce que tu veux qu'on joue? Bon, 13-9, 24-23, c'est le coup standard. C'est pas une grosse erreur de jouer au point 5. Ouais, on peut jouer. Donc là, typiquement, par rapport à nos discussions, contre peut-être qu'un adversaire un peu plus faible, eh bien, on va peut-être avoir tendance à jouer ça parce que ça génère du coup des parties un peu plus compliquées avec plus de contacts. Tout à fait. Mais là, on va être modeste. C'est pas du tout idiot de jouer comme ça. Et c'est même le coup à des scores où on est en retard. Alors, on a une petite éventuellement décision. On a deux alternatives. On peut faire le joli point 4 défensif ou le joli point 4. Ouais. Alors, c'est jamais des décisions totalement triviales. Mais là, je pense que le fait qu'on ne se soucie pas d'être gammon est déjà une bonne indication du fait qu'on a envie de faire le point 4. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de menace effrayante en face. Il n'y a pas un jeu très dynamique chez l'adversaire. En plus, il a mis un pion au point As, donc c'est très difficile de nous primer. Même s'il peut faire double 3 pour nous embêter. Okay. Et là, on frappe, bien sûr. Pas le laisser jouer. Ok. Alors ça, c'est sûr. Et on va frapper au point 5. Tant 2 hommes à la barre pour construire le point 5 chaque fois qu'on n'est pas frappé, c'est-à-dire assez souvent. Ok, magnifique. Je te dérange pas pour ça. Hein. Non. Ça c'est plus intéressant déjà. Alors, c'est plus intéressant. Petit conseil là, qu'on peut redonner également aux joueurs, notamment sur les doubles, hein, jouez-les bien un par un, les doubles. Hein. Ouais. Ne déplacez pas les points 2 par 2. Donc si vous voulez frapper ici au bar, frappez avec un seul. Vous verrez ensuite si on le couvre ou pas. Donc on va probablement quand même frapper. Allez, je te laisse penser à voix haute. Oui. Alors évidemment on a de la valeur de prime et tout ça, mais je pense que ça nous embête quand même un petit peu si l'adversaire a en gros point 3. Donc à mon avis on va avoir tendance à washer. C'est-à-dire déplacer notre pion du point 4 au point 3. Voilà, donc là je frappe ici, et encore une fois, je frappe avec 1, et ensuite on regarde si on couvre ou pas. Alors, évidemment, on va pas le faire, mais on pourrait jouer des choses comme ça. Hein, donc on frappe bien un par un. Ok, 1, 2, et donc on couvre. 3. Et alors le dernier, je dirais quand même qu'il faut faire le point 7. Même si ça enlève des constructeurs. Là on a 3 builders, 3 constructeurs pour le point 4 et pour le point 2. Ouais. Mais de notre côté, notre point 7 va être fort. Si ça s'amuse à rentrer plusieurs pions, on sera 2 pions. On sera très content d'avoir joué comme ça. Mais c'est pas un coup automatique. Hein, ouais. Effectivement, on peut considérer d'autres choses. D'autant plus que, comme on est moins dans la quête du gammon, on est moins dans un plan de jeu de blitz.
Donc on veut moins à tout prix écraser l'adversaire. Alors on regardera a priori, on a fait une petite imprécision tout de même. Bah, c'est ma faute. C'est ma grande faute. Alors 4 et 2. Alors, je pense que le 2 est automatique, on va le faire au point 21. Et le 4, on va jouer 15-11. Alors, je pense que pas mal de joueurs pourraient hésiter à frapper au point 2 pour empêcher le backgame. Mm-hmm. Mais voilà, la question c'est est-ce que le backgame est vraiment dangereux? Alors, on peut parler de timing, le timing il est pas trop, mais encore pire que le timing, on fait pas des backgames en ayant fait le point 24. Voilà, je le montre. Ça, c'est vraiment une grosse faiblesse qui doit vous indiquer que ça va être très dur de mener à bien le backgame. Le principe est assez simple. On a 15 pions dans le jeu. Il y en a déjà 4 qui sont mobilisés à l'arrière. D'accord, il en reste 11 pour faire quelque chose. 11 pour faire quelque chose qui ressemble à une prime. Et c'est pas en mettant 2 sur le pion 24, il en reste plus que 9, qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc là, on va être... on va un petit peu sécuriser notre position. Et nous, on a plutôt en fait envie dans cette position de faire éventuellement le point 8 ou le point 4. Tout à fait. Là, on est en position de force et on joue tranquillement. 2, on va faire le point 9, a priori. Double 2. Ok, alors on va descendre un pion du point 13, probablement 2. Et alors on peut jouer 9-7 sans trop réfléchir. Je vais les jouer dans l'ordre, voilà. Ouais. Et là la question c'est est-ce qu'on a envie de jouer 7-5 ou 11-9? J'ai plutôt envie de jouer 7-5 personnellement, même si ça concède le 3-5. Je trouve que ça a une distribution plus sympathique. Donc on se donne 3 builders pour le 4. Dans l'autre cas on a 3 builders aussi, mais ils me plaisent moins. Écoute, je suis partagé. J'ai l'impression que le 3-5 est un peu gratuit, mais est-ce qu'il est si grave? Pas forcément, mais voilà, je trouve un tout petit peu gratuit le 3-5. Okay, on peut jouer ça. Non, mais c'est ton épisode. Laisse faire mes bêtises. Ah, c'était peut-être la... Mais, regarde. Alors là, il y a pareil, justifié par le 5 et As. Voilà. On sait qu'on va tirer 5 et As, il faut jouer comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Bon, parce que, ouais. Alors il y a l'alternative de la frappe, évidemment. Ouais, alors la frappe est... comment dire? La frappe est sympathique, mais c'est tellement fort la position qu'on a de l'autre côté. Le point 4, on est vraiment... On a accompli tout ce qu'on voulait. Et en plus, on rappellera qu'on n'a pas envie de faire gamin particulièrement. Donc, Alors, 4 et 3. Alors, 4 et 3. Faut-il frapper au point 2? Donc, il y a le jeu pour donc, probablement que le 3, on va quand même... le faire là, puisque c'est très... On peut pas... Ça, c'est quand même très ouvert. Là, on laisse des jokers à l'adversaire. Ouais. Ça serait le jeu pour éviter de faire double 4 ou des choses comme ça. Mais bon, a priori, il va falloir frapper au point 2 pour l'empêcher de circuler et de faire le point 2. Ouais, parce qu'il y a toujours la variante où il s'accroche au point 2. Et là, on n'a pas de risque d'être... Il aurait une meilleure espérance de gain que le point A. Et puis, même en faisant simplement un 6, il gagne un peu du timing. Je pense qu'on doit empêcher ça. Ok. Alors, hop, on fait le prime et on joue pas l'as. On fait le prime, mais bon, on s'arrête assez vite. Ok. Alors, on peut jouer 11-7. Ça, j'aime moyennement parce que ça duplique un peu les coups qui vont nous servir à sortir là-haut, les 5 et 6. Et d'autant plus que ce pion au point 8, on va jamais le couvrir quasiment maintenant, quoi. Donc c'est... on va peut-être le rentrer finalement. Ouais, je serais partisan de 8, 5 et 11, 10. Alors on se duplique un peu les 3 qui sortent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être ça, c'est plus sympa. On ferme avec 6, 3, 5, 4, les deux. Peut-être ok. Bon, là on peut toujours pas bouger.
Attends, Alors, il y a le jeu qui couvre, effectivement. ouais. C'est peut-être une alternative, effectivement, qu'il faut considérer. Bah oui, parce que. Parce qu'on manque maintenant un petit peu de matériel pour fermer. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis pas entièrement sûr, mais. hum, on peut. Pas évident. Je pense que ça serait le coup à notre score où on voudrait faire Game On. Mais à ce score, c'est pas sûr. Alors, on a peut-être envie de laisser de monter au point 24 et de jouer en 6. Je suis pas affirmatif. Je suis pas Bon, là, affirmatif. on laisse que As-6, hein, de vraiment Non, en fait, tout de ce qui est suite. Hein. éventuellement grave, c'est pas tellement. Enfin, le As, c'est aussi le fait qu'il puisse faire un As, Et après, circuler. poursuit avec le Voilà. 6. Ouais, ouais. Mhm. C'est des choses plus à long terme qui m'inquiètent. Mhm. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas le même problème s'il fait un 2, puis un As, puis je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'on est. D'expérience, j'aurais quand même tendance à pour le point 2, même si je suis pas Alors. entièrement sûr. Ok, on va frapper. Alors, le Las, est-ce qu'on rentre ce pion? Est-ce que. Ouais, on rentre ce pion pourquoi? Pour si le double 1, quelque chose. Je tente pas ce trésor là. Mais... bon, il y a de la valeur quand même à faire le point 7 tant qu'on n'a pas. Tant qu'on a encore du pion à ramener. Donc, Ouais, on va jouer. encore des pions à ramener. On va jouer ça alors. Ça lui permettra de s'écraser dans certaines variantes. Alors, il y a l'alternative, c'est on peut fermer, mais c'est peut-être l'urgence, c'est quand même de Ouais, sortir. Hein. ouais, ouais. Ah ouais, parce que là, le piège, c'est de fermer avec le 6-2 et après de tirer des doubles 4 ou une succession de 4-2. Donc, le pion, tu veux toujours. On le rentre ou nous, on joue ailleurs? Ah, On joue ailleurs. Des fois, il tire double as et on est content de pouvoir fermer ce point. À mon avis. double 4. Ok, bon. Alors, on va mettre 1 sur le point 5, c'est joli. Ok, sur 15-11, on va le jouer. Et le dernier, alors. Parce que c'est pour ça que je suis un petit peu. Depuis tout à l'heure, j'aime pas trop faire ce bar, parce qu'après, il faut le démonter et ça peut être un problème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Cependant, si dans celle-là maintenant on joue le point 3, on a double 5 qui est très pénible. Double 5 nous ouvre le point 5, laissant une frappe à l'adversaire. Et j'ai le sentiment qu'il ne faut pas laisser une chose pareille. Alors, si je rejoue dans l'ordre, un pion sur le point 5, et donc. Ouais. Ouais, moi je jouerais ça. Alors, le réseau regrette un peu d'avoir fait ce point 7. Continuons sur notre stratégie. Si, ouais, on rentre ça. Donc là, on a peut-être envie qu'il tire un gros, hein, pour qu'il Bien sûr. pour qu'il détruise son board. Ouais. Donc là, c'est toujours le problème. Hein, si on tire 6-5, on laisse un ouvrant. Donc là, 6-4, les 6 sont. Et le fameux 6-5. Ça, Bien sûr. c'est écrit. Il me punir de. C'est écrit. Évidemment, le 6, sinon c'est pas drôle. Mais on revient. Et c'est là qu'on commence à rêver au backgammon, hein, je te signale. Faire triple. Ah, c'était un plan à très très longue. Bon, évidemment, on va pas laisser le pion. 6 et 4. Donc si je rentre évidemment avec le 4, je vais pas laisser un blow. Donc là, le coup est forcé. Ok, alors là, on va sécuriser en éclairant le point 6. Très important. Voilà, ça sera très bien expliqué dans Endgame technique de Michi contre le point As. Il faut éclaircir ce point 6. Ouais. Et dans le même esprit, on met toujours le point 4. Sinon, on a des 4 problématiques. Ok, 6, et un peu par élimination, on va jouer 4-3. Alors certains pourraient être tentés là, de dire voilà, il y a double 6, double 5 qui peuvent être problématiques, hein, mais l'alternative. On a d'autres problèmes. C'est que, tout de suite, les 3 sont mauvais. Hein, exactement. Surtout, on imagine qu'on va éclaircir le point. Là, le point 5. Si on enlève mentalement ces deux pions, tous les 3. Problématique. Voilà, les 3 à long terme, mais au prochain coup, c'est des 4 qui sont pas terribles. Donc 6-4, 5-4. Hop. Ouais. C'est des
des positions où, bon, là, on joue rapidement, mais ils ont recommandé de ne pas appliquer de principes généraux, mais de compter vraiment les jets au prochain coup qui sont problématiques. Voir à long terme ce qui peut arriver, enfin, de vraiment réfléchir, quoi. À prendre des raccourcis. Bon, on va gagner un point. On va gagner un point assez brillamment, hein, Stéphane, bravo. Mais on n'en gagnera qu'un. Écoute, on s'en contentera. Allez, on continue. Et là, évidemment, on n'oublie pas toujours ce qu'on avait dit, le score. On a passé Crawford. Donc, on envoie le Vido. Très important, surtout un score impair comme ça, 4-1. Et là, pour le coup, on refait notre petit Double point de 5. stratégie. On a envie de gagner Gammon. Donc là, on s'en fiche de perdre Gammon et on veut gagner Gammon. Ce qu'on appelle Gammon Go. Gammon Go. Le Gammon est très cher. Alors, c'est pas exactement la même cherté à tous les scores post-Crawford, hein. Mais ça peut aller jusqu'à 1. C'est-à-dire situation où le prix du Gammon est égal à la valeur d'une partie perdue. Sachant que c'est normalement la moitié d'une partie perdue à un score normal. C'est absolument énorme. Donc là, voilà. À ce score-là, si on fait un jeu qui gagne 10% de Gammon en plus, mais qui perd 10% de partie, ou à 8% de partie, mettons, eh ben, il faut jouer le jeu qui gagne les 10% de Gammon. Et là, en plus, c'est scénario de rêve. On commence par un double 5. Absolument. C'est pour ça que c'est important d'envoyer, parce que là, il prendrait jamais. Alors là, on va jouer tout pour le Gammon. Donc on frappe, c'est sûr. On descend des constructeurs. Et on amène du matériel. Et on amène du matériel. Absolument. On sortira les pions quand on aura fait le close-out, mais malheureusement... Ouais. Et maintenant, on est très bien. Bon, le 6, je crois qu'il n'y a pas trop de... Ouais, il n'y a pas trop d'alternatives. Ok. Alors là... Donc là, il y a urgence à sortir. Mais comment ? Ouais. Alors, on va maximiser le contact. On va jouer 24-18, à mon avis. Alors déjà, on a le meilleur board. Et en plus, il y a cette histoire de Gammon qu'on recherche. Donc, je trouve que 22-16, c'est un peu déconnecté, c'est un peu pauvre. Déconnecté, c'est-à-dire qu'on a des pions qui sont à plus de 6 de distance, donc on peut pas se raccrocher en faisant une case. Là, notre idée, c'est que presque quoi qu'il se passe, enfin, très très souvent en tout cas, on aura une frappe en retour, même si on est frappé, on aura du jeu. Ça peut aussi très mal se passer. Écoute, ça ressemble. Ah, 3-2. Alors un petit backgame, ça fait pas de mal. mais on a le point As, on a dit. On est foutu. Ah mais, oui, mais je te rappelle ce que j'ai dit en début de vidéo. Yeah. On doit jouer la position, on ne peut pas inventer un bon backgame, on a un mauvais backgame. Oula, puis on a un mauvais jet là. Ouais, alors là, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, on est déjà suffisamment mal comme ça, de jouer des coups comme 7-3. On va pas se permettre. Donc on va jouer 13-9. C'est notre réserve de timing. Tant pis si on est frappé, c'est la vie. Ça nous donnera du timing, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc là, on veut faire du board. On veut faire du board. Ouais, on veut faire du board, et on a déjà suffisamment de pions mal placés comme ça pour pas jouer au point 3. Alors, il y aurait voilà, ce genre d'alternative. Ouais, mais ça me paraît faible. Voilà, le problème, c'est qu'on va devoir shooter et on va devoir contenir l'adversaire. Et donc, en ayant fait les points 1, 2, 3, ben, on va pas contenir grand-chose. Donc, il faut plutôt se battre pour... Voilà. Donc, d'une manière générale, moi je réfléchis beaucoup d'une manière qui catégorise les positions en long terme et court terme. Et le backgame, typiquement, c'est une position où ce qui est important, c'est le long terme et pas le court terme. Pas regarder s'il y a X frappe de plus tout de suite. On va regarder ce qui va se passer dans 15 ou 20 coups avec notre jeu. Et là, typiquement, je pense que le choix du long terme, c'est plutôt celui-là. Alors, encore un coup intéressant. Ouais. Alors, bon, déjà, on va faire le point 5. Je peux le poser. Et on hésite à switcher au point 21. Alors, c'est assez compliqué. D'une manière générale, le backgame As-3 est meilleur que le backgame As-4. Cependant, il demande aussi plus de timing. Et là, on est juste. Et là, on est plus que juste, ouais, même mal.
Et, accessoirement, s'il faut convertir ça en autre chose, en point As, en point 3 ou 4, ça sera plus facile de le faire en ayant le point 21, parce que les pions s'échappent plus facilement. Donc je crois que dans celle-là, il faut jouer le point 21. Alors, c'est toujours une question aussi intéressante. Quand shooter dans le backgame, puisque si on shoot trop tôt, eh bien en fait, on ne peut pas retenir l'adversaire et on ne peut pas extraire ses derniers pions, puisqu'on est en fait, on est primé. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur une situation où la question se pose vraiment. Ouais. En fait, c'est typiquement des trucs où il faut comparer deux positions très très différentes. C'est-à-dire le backgame, évaluer si le backgame est fort ou faible, et la frappe, évaluer à peu près nos chances de gain en frappant. Alors, quand je dis évaluer, il ne faut pas forcément donner des pourcentages. Non, c'est un feeling avec l'expérience. Hein. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on pense qu'on va la gagner? Est-ce qu'on peut sortir les pions? Est-ce qu'on peut retenir l'adversaire? Donc ça, c'est la variante où on a shooté. Voilà. Alors, moi, je pense que le backgame est pas de très bonne facture dans celle-là. Donc, si on joue un coup passif comme... tu peux poser 9-4 et 13-11, donc le coup typique de backgame, on va dire. Bon, c'est bien joli, mais combien de temps on va tenir? Voilà. Là, on a des gros problèmes de timing. Voilà, on a deux pions qui bougent un tout petit peu. Le pion au point 11 a un peu de marge de manœuvre, celui au point 7 on n'a pratiquement pas. Donc on va quand même devoir casser notre point 21 dans deux coups. Alors que là, on a l'opportunité de frapper, et qu'ici, on a quand même un board de 4. Tout ça, c'est difficile. Et alors, le petit bonus, c'est que vous voyez qu'il a quand même beaucoup de pions à l'extérieur. Et donc si on arrive à fermer le board, il y a beaucoup de gammon dans cette position. Tout à fait. Alors, si c'est magnifique. Et là, je crois que... Ouais, absolument. Là, un peu pour ancrer, mais aussi pour les sortir. Exactement. Exactement. Et là, les gammons reviennent. Les gammons reviennent. Alors, je pense qu'on va jouer le 2 de l'arrière, déjà. Parce qu'il faut bien sortir un jour. Voilà, mobilité. Il faut jouer avec tous nos pions. Et le 5, alors on pourrait envisager 21-16. Il y a des positions où on joue comme ça. Alors, est-ce que celle-là en fait partie? C'est pas impossible parce que... pose l'alternative. Pose 24-22, 13-9. 13-8, ouais. Ouais, 13-8, pardon. Le truc, c'est qu'il me semble qu'on a vraiment intérêt à faire des 6 et des 5 très rapidement. Ouais, on n'a pas un timing... On peut aussi faire des portes de l'autre côté. Donc, je serais plutôt pour jouer 21-16 dans celle-là. C'est pas un coup facile du tout. Mais il me semble que c'est ce que demande la position. D'autant plus que là, pour le coup, c'est pareil. On prend des risques, mais nous, on s'en fiche tout à fait de perdre gammon. Donc cette partie, évidemment, en jouant ça, on perd beaucoup plus de gammon, mais on s'en fiche complètement. Clairement. Et c'est important de voir qu'on a quand même le meilleur board. Et si on est frappé, on aura toujours des tonnes de retombées. Voilà, il ne faut pas s'arrêter aux frappes. Il y a après la frappe, est-ce que c'est grave? Très souvent, on ressort et on peut refrapper. Donc effectivement, là, il y a un coup intéressant, mais parce qu'on sous-estime très souvent le prime de 4. Mais regardez la position, si on fait déjà un bon double 4, on n'a plus du tout de timing, et il deviendra capital de faire un double 3, joue pas si bien que ça non plus, enfin les doubles... Donc effectivement, écoute, c'est pas évident. Même, on peut tirer plusieurs fois d'affilée, pas de 5, pas de 6. Alors on a été frappé. C'est forcé. Et on a... 5, on va frapper de toute façon. Ouais. Et donc on avait fait une petite boulette sur le coup précédent. Pas mon coup. Voilà, mais bon. Et donc là on est obligé de frapper. Là. Il n'y a pas de... On peut sortir évidemment, mais ça reste d'une faiblesse totale. Et on hérite d'un magnifique gala. Formidable. Alors le 6, on va faire le point. Écoute. Et le 5, on va sortir. Ok, 3 c'est super. Et 2, ouais, on n'est pas absolument ravis, mais on va jouer ça quand même. On n'arrive pas à frapper, c'est terrible. Ouais. Bon, le 6, on va sortir, toujours pour des raisons similaires, je pense. Apparemment, on s'est trompé au coup d'avant, mais on va quand même persister sur nos erreurs.
Euh, Et le 2, je alors. fais un petit, je fais un petit, une petite incise encore une fois. Euh, je me demandais tout à l'heure comment j'avais progressé. Je sais pas quoi. Alors effectivement, pas mal par les bouquins, mais aussi en écoutant les joueurs, les joueurs meilleurs que moi. Euh, voilà, je vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier, mais il y a eu pas mal il y a eu pas mal de bons joueurs qui m'ont donné des conseils, qui m'ont déroulé des raisonnements. Euh, je dis pas ça pour moi particulièrement, mais si vous avez un joueur qui est plus fort que vous, même s'il se trompe, même s'il joue un mauvais coup, écoutez quand même sa manière de raisonner. Parce qu'Extreme Gammon c'est bien, ça va vous donner la réponse, mais par contre les explications de comment raisonner, comment apprendre une position, tout ça, je pense que c'est assez. Effectivement, C'est ça permet voilà, au moins de poser des questions. Et parfois, il y a des positions, beaucoup de joueurs voilà, vont même pas se poser la question, en fait, ne comprennent pas qu'il y a une question. Et donc, évidemment, après, la réponse qu'on peut y apporter n'est pas forcément la bonne, mais être conscient des questions. Alors, c'est pareil, il nous reste moins d'une minute, donc je vais faire un autre appel Zoom pour terminer la partie. Et voilà, on se reprend tout de suite après. Allez, on est de retour avec Tristan pour terminer ce match. Donc on a 6 et 2 à jouer. Donc avec le 6, on est sorti. Ouais. Et il nous restait un 2 à jouer avec lequel on hésitait un petit peu. Après, je suis pas sûr que c'est une importance capitale, mais... Non, 16-14 est très naturel. Il donne les 10. Ouais, on concède le double 4, mais il était déjà très fort à l'intérieur, donc c'est pas dramatique. On contrôle bien l'extérieur, on doit se donner quelques indirects pour frapper au point 4. Parce qu'on va frapper au point 4 si on peut. Voilà, bon, 13-11 est une alternative tout à fait respectable. On se donne les 7 au lieu des 9, donc voilà. Ouais. Mais peut-être qu'avec les 10, ça donne un peu plus pour frapper. La plupart du temps, l'adversaire reste à la barre, donc on a envie de jouer cette variante. Moi, je jouerais comme ça en tout cas, mais je pense pas qu'il y ait une montagne entre les deux. Okay. Donc là, on joue pour la gagne. Et le fameux 10. Et le fameux 10. Et voilà. Et maintenant, il faut juste penser à tirer un 6 au bon moment. Voilà, on va peut-être. Alors, ouais. Si tu veux réfléchir. Non, ok, vas-y, je joue. C'est des positions très intéressantes. Il est là, le 6. 6 magnifique. Alors là, il faut juste faire gaffe à pas se donner le double 6, le mot double 6. Ouais, tu peux mettre au point 5, c'est bien. Ah, il est bien. On peut dire, dans le Bérin, mettez un petit pion sur ce point 5, c'est toujours une. Dans le point 5, ça fait jamais de mal. Alors, double 4. Okay. Bon, parfait, il y a tout qui joue bien. Et là, on est sur un Bérin presque parfait. Ouais. Alors, 1. Alors, ne jouons peut-être pas trop vite, mais a priori, c'est vrai qu'on a envie de prendre des micro-risques pour faire gammon. Là, on veut... même si on en a déjà beaucoup, on va effectivement sortir le pion. Avec 2 pions à la barre, c'est 40% de gammon. Mais il faut rajouter des choses parce qu'il y a des petits... Et là, en plus, voilà, il a beaucoup d'autres crossovers à faire. Donc là, effectivement... Mais les gammons ne sont pas assurés pour autant. Non. Donc c'est pour ça. En fait, on est toujours surpris quand on analyse ce genre de position à quel point sortir un pion de plus, ça fait beaucoup de gammon d'écart. Ouais. Ça peut être des 4%, parfois plus. Donc là, l'alternative consisterait à nettoyer le point, mais on laisse déjà double 6, plus 6-5 ouvrant le tour d'après. Oui, non, c'est pas dans l'esprit de la position. 6-2, c'est forcé. On aurait... 4-2, on va pas laisser trappe. On prend des risques, mais pas ceux-là. Ah, il est beau celui-là. Pas mal. Et maintenant, on mange tout ce qu'on peut manger. Il tire double 5, terrible. Et c'est là qu'on voit que sortir 2 pions de plus, ça n'a pas été ridicule. D'autant plus que maintenant il est pair, donc lui il a un gros problème, c'est que si on fait pas de 2, on va gagner gammon. Ouais. Tu serais prié de ne pas tirer 2 VA ce prochain coup. Ça n'existe pas. Et on va réussir
à gagner Gammon et emporter ce match. Alors on peut dire aux abonnés que ça fait la 15e partie qu'on joue pour arriver à la fois gagner et bien jouer. Et c'est le premier, mais ouais, on a eu des parties relativement simples quand même. Voilà. Et voilà, on a fait a priori une boulette, une grosse boulette. Ouais, une boulette très intéressante. D'ailleurs, on peut revenir dessus. Ouais, je regarde. Je nous déplace. Hop. Et donc c'est le coup où alors en fait bizarrement on peut peut-être un peu quand même approfondir peut-être l'analyse. Je sais pas si l'ordi va réussir à tout faire en même temps. Ça va peut-être un peu brouiller la communication. Mais les écarts pareils, ça se complète pas. Ok. Bon, c'est toujours facile de dire a posteriori pourquoi tel coup était le bon, hein, mais je pense qu'on peut quand même dire quelques trucs donc, super intéressants. Le meilleur coup, hein, c'était paradoxalement, c'est pas préparé à la sortie, hein, c'était venir ici faire le prime, qui sont à la fois des points de blocage et également du matériel pour combler les deux trous qu'on a envie de combler. Ouais. Alors effectivement, si notre adversaire sort au point 2, ça fera un gros écart. Et mine de rien, on a un peu négligé le fait qu'avec notre variante, on laissait beaucoup de choses en prise et que c'est intéressant pour lui de tirer 2-5, 2-6, 4-3. Voilà. Moi, j'ai présenté 24-22 comme un coup obligatoire et c'était probablement un peu hâtif puisqu'on sort déjà avec des 6 et des 5 en fait avec l'autre et au fond, on aurait plutôt envie de faire un 3 avec les pions du fond. Donc, ouais. C'est une faute de compréhension de ma part. Oui, puisqu'on avait le deuxième coup, voilà, il faut pas jouer non plus 24-22. Bon, ça. Mais c'est tout l'intérêt de ce type de partie. Écoute, Tristan, j'espère que les abonnés auront apprécié ce petit moment partagé avec toi. Donc c'était très très sympa cette double consultation. Alors sachez que c'est un format qu'on va un petit peu renouveler, qu'on va essayer de vous proposer de temps en temps. Donc ça fait des vidéos un petit peu plus longues, mais voilà, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses intéressantes à entendre. Donc on va essayer de vous proposer ce genre de vidéos de temps en temps avec des intervenants qui ont maintenant un challenge important puisqu'il va falloir qu'il soit de la qualité de Tristan, qui est d'une pédagogie à toute épreuve. Donc merci de ta participation. Un petit mot peut-être concernant les prochains ton planning, un peu les prochains tournois que tu vas jouer. Là tu reviens de Gibraltar où ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Ouais, on a remporté le double avec Alexis Vincent, ce qui est évidemment un super résultat. Voilà. Avec Alexis, c'est un joueur très fort et très sympa avec qui également membre de l'équipe de France, avec qui on fera peut-être une vidéo sous ce format. Et puis donc Gibraltar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des gros tournois du circuit européen. Et puis parmi ton planning pour les prochains tournois internationaux, qu'est-ce que tu comptes jouer ? Alors le prochain tournoi que je vais jouer, c'est le HSBT de Lyon dans quelques jours. Ah super, voilà. Alors là, je pense qu'on va essayer de publier la vidéo avant Lyon, comme ça tout le monde pourra t'en parler. Tout le monde pourra me critiquer, dire tu racontes n'importe quoi. 39 est un multiple de 7, bravo. Ouais. J'ai noté, je fais comme si de rien n'était, mais j'ai bien remarqué que j'avais dit une bêtise. Bon, on peut pas être bon partout. Alors on peut d'ailleurs souvent, parce qu'on parlait des calculs, mais effectivement quand on dit calculer aux échecs au backgammon, c'est pas tellement une histoire de mathématiques, hein, c'est plus une histoire de méthodologie. C'est anticiper, c'est prévoir des choses. Après bon, faut être clair, il n'y a pas de joueurs à haut niveau qui ne savent pas compter la course ou qui ne savent pas compter le nombre de jets qui frappent. Faut pas se faire d'illusions. Même si, une fois encore, le match récent, Sander Mochi a montré que il y avait beaucoup de manières d'aborder le jeu. L'expérience, l'intuition, la vision, l'anticipation, comme tu disais. Et d'ailleurs, c'était juste pour
question un petit peu plus personnelle, mais toi, t'es pas du tout quelqu'un qui a une formation, disons, scientifique. Hein, t'as fait plutôt tu t'es plutôt intéressé à la philo en particulier. Donc, c'est évidemment une réflexion qui est tout à fait présente hein, dans la philosophie. C'est raisonner également. Donc, fatalement, ça a évidemment des accointances avec les jeux, les échecs et le backgammon. Mais voilà, c'est pas du tout. On peut être un très très bon joueur de backgammon sans avoir fait des études de maths. Je pense tout simplement que le backgammon est un jeu très riche. Et comme toutes les choses qui sont très riches, on peut l'aborder d'immensément, beaucoup de manières différentes en tout cas. Il n'y a pas juste la version Mochi ou la version Sander. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Et donc tu dis après ce HSBT de Lyon qui s'annonce avec une belle affluence niveau tournois internationaux, tu seras peut-être à Beaulieu peut-être au mois de juin pour le... À Beaulieu j'y serai avec certitude, je réfléchis si je fais d'autres choses d'ici là. J'ai gagné un peu de sous à Gibraltar, je vais en profiter. Mais je sais pas encore. Beaulieu c'est pratiquement sûr, déjà c'est un tournoi que j'aime bien, qui bien organisé, qui est pas loin de chez moi évidemment. Donc Beaulieu c'est sûr, mais entre Lyon et Beaulieu, je sais pas, on verra. Ok, et puis on espère évidemment on va te retrouver également en août pour les championnats du monde par équipe avec l'équipe de France. Tout à fait, à Skopje, ça va être super. On a hâte. Eh ben écoute, merci Tristan encore. On se dit à très bientôt pour nos petits entraînements, puisque voilà, on participe, toute l'équipe du Team France chaque semaine. On fait également ce petit type de réunion. Donc là, ça, encore une fois, on est dans l'échange, le partage, et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Je partage cette opinion. On apprend beaucoup dans les livres, mais au contact de joueurs plus aguerris, plus expérimentés, on apprend énormément des choses qui ne sont pas forcément dites de façon toujours explicite dans les livres, mais ça fait partie de l'expérience à acquérir. Donc n'hésitez pas, voilà, dans vos clubs, dans vos tournois, à discuter autour de positions. Il n'y a pas que le résultat de la machine qui est important. Il y a la compréhension du jeu, rejouer des positions qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est toujours des activités très, très riches. Merci Tristan encore une fois, on se dit à très bientôt, et puis voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-nous dans les commentaires que vous aimez ce format, voilà, le petit pouce, le like, partagez, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.